Qu'est-ce qui me fait tenir dans cette situation? C'est que, au fond, nous sommes tenus par la qualité humaine des gens que nous côtoyons et que nous prétendons aider, que nous écoutons et que nous essayons de défendre. Au fond, nous tenons à être la voix des sans voix ni voix. Et si possible, d'être pas seulement la voix VOIX pour eux, mais aussi la voix VOIE. Je pense que nous devons être des éclaireurs de conscience, des éclaireurs de chemin. Madame Merkel a eu la grande force d'ouvrir avec audace et un certain prophétisme son pays à plus d'1 million de réfugiés. Et wir schaffen das, sie haben das geschaffen. Ils l'ont fait, comme on peut répondre en allemand. Eh bien nous, je pense que nous pouvons faire aussi. La mondialisation, c'est pas seulement le business, c'est pas seulement les jeux financiers, les voyages touristiques ou les bateaux sur la mer Égée. C'est aussi une mer Égée qui est remplie de poissons qui se nourrissent d'hommes, malheureusement. C'est aussi une mer calme qui voit des noyades. Et comme dit Eri de Luca, j'ai honte d'être un Européen témoin d'une mer calme sur laquelle des milliers de gens se noient. Ils souffrent, ceux qui viennent de l'islam souffrent. L'islam est en crise. Nos valeurs à nous, elles ne sont pas en danger, elles sont éprouvées. C'est pas la même chose. يعني حتى ما دخلنا تركيا ما كان في أي شيء عندنا بسوريا كويس مرتاحين كويس. دخل جيش الحر لعنا لراس العين لمنطقة راس العين، دخل من تركيا لسوريا. رغم من بعد ما شفناش رحنا احنا انا عندنا نعوموا بعدنا كل واحد راح في جهه من بعد نحضر راح احنا كنا جايبين انا نجي. Allons nascevome, respect, love and solidarity and communication. And peace. And peace. This is communication, love, respect, solidarity, is peace. And peace. Je m'appelle Niloufar, je suis d'Afghanistan. La situation, particulièrement à Kaboul, est terrible. Je m'appelle Mourad, je suis algérien. Pourquoi j'ai quitté l'Algérie? Pour trouver la paix, la tranquillité. Je m'appelle Mehdi. Regarde-moi, je n'ai pas toujours été ce suppliant, cet humilié, ce minable qui attend dans le camp. Je m'appelle Safa. Nous voulions simplement avoir une vie normale. C'est encore trop, vous croyez? On sort du travail, on prend le bus ou on fait les courses et on ne sait jamais si on va revenir vivant. Je suis sur la route. Peut-être que ça va exploser. Je suis sur le marché. Peut-être que ça va exploser. Je suis dans le bus. Peut-être que ça va exploser. On perd jusqu'à l'espoir de rentrer vivant chez soi. La terreur est partout, sauf pour ceux qui nous gouvernent. On a vu les chats arriver avec les tireurs d'élite cagoulés, tant redoutés. On savait de quoi ils étaient capables. On a enfin compris qu'il fallait partir. Moi, ça m'a soulagé de vous parler. Il faut que les mots sortent de mon corps. Well, your end is here now. There is no future. Yeah, you see your death. You see your death. I was like, I just want to see my family for the last time, something like that. I just want to be with them. This is my end. It will be. I didn't expect it like that. I just want to be safe. I just want to be have a life, normal life. Yes. I'm not asking so much. Il y a déjà des terroristes là-bas. Dans la zone où j'habite, nous avons depuis longtemps le Polisario, à cause de la question saharienne pour laquelle le Maroc et l'Algérie se battent. Aujourd'hui, nous avons en plus Daesh, ça fait environ 2 ans. Ils ont récemment commis un attentat à Sabah. Ils ont tué des Anglais, des Américains. Pour moi, ce sont des assassins. Il y a aussi la question du Sahel. Il y a beaucoup de révoltes qui grondent dans la région. Moi, je vous le dis, à la mort de Bouteflika, le pays replongera dans le chaos. Et ce sera pire que la guerre civile des années 90. Ça recommence déjà. Le cirque recommence avec des attentats un peu partout. Jeya, Tizi Ouzou en Kabylie. C'est comme ça que j'ai décidé de quitter l'Algérie. Je suis soulagé de ne pas être surveillé en permanence, de ne pas devoir me méfier de mon propre frère, de mon cousin, d'un ami. Tu parles à quelqu'un un jour et le lendemain tu apprends qu'il a été tué. Tu ne sais même pas pourquoi.
C'était une visite très attendue dans l'île grecque de Lesbos. Il a serré des dizaines de mains dans le camp de Moria où sont retenus plus de 3000 migrants. Les migrants, avant d'être des numéros, sont des personnes, sont des visages, sont des noms, des histoires individuelles. L'Europe est la patrie des droits de l'homme. Et quiconque pose le pied sur le sol européen le sent et s'attend à ce que ses droits soient respectés et défendus. Lorsque le pape François, que j'ai aidé à venir avec le nonce apostolique en 2016, est venu à Moria avec Bartholoméos, le patriarche orthodoxe d'Istanbul, de Constantinople, eh bien, il y avait déjà 7500 personnes dans ce lieu. J'ai vu le pape pleurer avec le patriarche à la sortie de cette visite brève à l'intérieur du camp. Quand, à 2 heures du matin, plusieurs fois, depuis des mois, on réveille des gens à la matraque à la main avec des grenades incendiaires ou des grenades lacrymogènes. Comment voulez-vous qu'à 2-3 heures du matin, une famille ne s'énerve pas, que des voisins ne s'énervent pas et qu'il y ait eu une tentation plus ou moins suicidaire ou libératoire en mettant le feu par la colère? La vraie raison, la vraie origine de cet incendie, c'est notre incurie à gérer tout ça. Quelques toilettes, pas d'eau régulièrement, pas d'électricité sur 3/4 de la surface du camp. Enfin, où est l'Europe et où est la dignité grecque? Où est la dignité de la philoxénia, de l'hospitalité? Et je voudrais aussi rappeler encore que le 2e et 3e incendie, certains parlent de 5 au total, sont des incendies volontaires qui ne sont pas de la main des réfugiés. Ils sont de milices qui n'attendent qu'une chose, c'est que tous les réfugiés soient évacués. Comment donner de leçons à la Turquie lorsque la Turquie a 4 millions de réfugiés sur son territoire et que nous, Européens, nous n'en avons que quelques milliers? À minuit, on est monté dans ce qui n'était qu'une petite barque en bois de 6 mètres environ. On était 13 avec le jeune passeur qui conduisait la barque. Tout était normal, et puis soudain, la mer est devenue agitée, les vagues sont devenues de plus en plus hautes. On a chaviré d'un seul coup, tout le monde s'est retrouvé sous l'eau, la barque retournait au-dessus. Le Palestinien qui nage à côté de moi m'a fait signe de le suivre. C'est ce que j'ai fait. On a nagé 6 heures en tout, de 1h à 7h du matin. Je n'avais pas de gilet de sauvetage. Des brebis belles sur la mer, aboiement de chiens dans le ressac, la nuit est venue. On dirait qu'une voix éraillée entonne un chant dans le violet velouté du ciel. Recueillement. La mer, si proche, menace de tout engloutir. Je demeure au centre exact entre le ressac de la mer et le hurlement du vent qui s'est engouffré quelque part sous la fenêtre de la chambre, dans les tuyauteries. Ce sont les voix étouffées de toutes celles qui ont péri en mer. Les voix étouffées de tous ceux qui ont péri en mer. Les femmes, les mères, les enfants, les hommes jeunes ou vieux. Les corps, engourdis dans la mer, assoupis, blottis en elle comme dans le ventre maternel. Notre berceau commun devenu tombeau. Un naufrage au mois de juillet, dites-vous. Voyons. Ah oui, je vois là qu'il y a une femme syrienne avec ses 2 enfants qu'on a transportés à la morgue. Il y avait aussi un homme venu du Maroc. C'était le 24 juillet, non? J'ai commencé ce travail le 25 octobre de l'année 2012. Je me souviens exactement de cette date. Car auparavant ici, à Lesbos, il n'y avait pas de médecin légiste. À ce moment-là, nous n'avions que 23 victimes de naufrage. Mais ensuite, il y a 1 an environ, le 28 décembre, nous avions plus de 80 morts. En 2015, nous avons eu ici jusqu'à 200 morts en une journée. Et il en arrivait continuellement. L'eau était glacée. J'étais épuisée. J'ai commencé à m'endormir, mais ma petite voix continuait à me dire « Ne t'endors pas.
C'est le même phénomène qu'avec la neige quand vous vous engourdissez peu à peu. J'ai continué de nager, j'ai alterné la nage et la planche. Je n'ai jamais perdu de vue la direction que j'allais, l'île devant moi. Au petit matin, au moment où je commençais à perdre espoir, j'ai enfin aperçu un bateau. J'ai aussi vu le visage bleu de la petite fille et j'ai compris qu'elle était morte. Dès le début, elle ne bougeait plus, mais j'ai persisté à penser qu'elle resterait vivante. Jusqu'au bout, j'ai tenu à ne pas lâcher. Je voulais que son corps soit restitué à sa famille. Dès que j'ai vu un bateau, j'ai commencé à crier, mais personne ne m'entendait. Le bateau était pourtant si près. J'ai pensé qu'en Grèce, les bateaux avaient l'ordre de ne pas secourir les réfugiés. J'étais désespérée, j'ai senti que j'allais abandonner. Tant que je nageais contre la violence des vagues dans la nuit, même si c'était horrible, même si je perdais l'espoir, j'avais réussi à surmonter l'épreuve. Malgré ma peur panique des méduses et des requins. Mais là, l'île semblait si proche et si inaccessible en même temps. Quand tous les cris se sont tus, on s'est retrouvés seuls en pleine mer, dans la nuit noire, dans l'eau glacée et sans repère. Tu n'as aucune idée de l'endroit où tu te trouves parce que les vagues sont tellement hautes que tu ne peux plus rien voir, sauf de temps en temps un point lumineux. J'ai continué à nager pendant à peu près une demi-heure, jusqu'à l'attaque des méduses. Même si vous continuez à nager, vous vous dites que vous allez vous épuiser. Même si vous continuez à flotter, vous finirez par penser que vous allez vous noyer. Et d'un autre côté, une petite voix têtue continue de vous dire « Ne t'arrête pas de nager. Nage jusqu'au lever du jour. Peut-être qu'un pêcheur finira par te voir et te sauver. » On a entendu quelque temps les cris dans la nuit, puis plus rien. Je ne sais pas ce qui est le pire. Les cris ou ce silence de plomb qui vous tombe dessus comme si on était tout d'un coup seul au monde. À quoi on pense dans ces moments-là? On se dit que c'est pas possible, que ce n'est pas réel. J'ai eu le temps d'échanger quelques mots avec la femme kurde qui avait 2 enfants. Elle a juste eu le temps de me dire en pleurant. J'ai perdu mes 2 enfants pour l'Europe. Le plus difficile pour moi sont les enfants, les nouveau-nés dont on me ramène les corps. Je sais qu'ils ont fui la guerre avec leur famille et que le résultat, il est là, devant mes yeux. Ils en sont morts. Ils sont 2 fois victimes. J'ai moi-même 2 enfants en bas âge. Alors, quand je tiens entre mes mains un de ces petits corps, ce sont mes enfants que je vois. Chicago. Hello, Greece. Thank you. Yassas. Kalispira. To the government and the people of Greece, including Prime Minister Tsipras, who I thank for his partnership and for being here, along with so many young people, the future of Greece, I want to thank you for your warm and generous welcome. Si j'ai un message pour Obama qui doit venir prochainement à Lesbos, c'est très simple, il n'y en a qu'un. Arrêtez la guerre, les guerres qui nous ruinent tous. Vous en avez le pouvoir. Mais il n'est pas un de mes proches amis. Ça m'étonnerait qu'on me laisse lui parler. Les Grecs, tout seuls, ne peuvent pas résoudre le problème. Sous les braises de Moria aujourd'hui, sous les cendres, il y a en fait un feu qui peut reprendre, et ce feu, c'est celui d'une approche dictatoriale des choses. Les camps de Lesbos croulent sous la neige. Les tentes sont les haillons détrempés sous lesquels on meurt. Un jeune Égyptien, probablement copte, a été retrouvé sans vie au petit matin sous sa tente. Le poids de la neige a fait céder le toit. Il avait 20 ans. On ne sait pas combien sont morts. Les associations ont de plus en plus de mal à pénétrer dans les camps. Les informations ne filtrent pas. Les camps sont débordés. Les bonnes volontés aussi. Épuisées. Les rescapés du naufrage de juillet 2017 donnent peu ou pas de nouvelles. Je ne sais plus qui est mort et qui est vivant. Les uns étreignent les autres. Les réfugiés continueront à affluer. La mer Méditerranée n'arrêtera pas de saigner. Et l'Europe fautive se repliera encore davantage sur elle-même. En vain. Des rumeurs de guerre arriveront jusqu'à nous. Elles ne connaissent pas les frontières.